Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'assassinat du juge Michel. Marseille, la French Connection, un juge aux méthodes musclées, mais qui finit par devenir gênant. Le mercredi 21 octobre 1981, à la mi-journée, Pierre Michel, 38 ans, et juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, quitte le palais de justice à quelques pas du Vieux-Port. Il est un peu pressé. Il doit retrouver chez lui sa femme Jacqueline et leurs 2 filles, Béatrice 8 ans et Emmanuel 6 ans. Elles l'attendent pour déjeuner. Pierre Michel est arrivé à Marseille il y a 8 ans pour suivre sa femme, professeure d'histoire-géographie mutée dans l'académie. À l'époque, Marseille est la plaque tournante mondiale du trafic de drogue. La French Connection, comme on appelle la filière française de ce trafic, importe de la morphine d'Orient, la transforme dans des laboratoires clandestins, puis l'exporte aux États-Unis. Chaque année, plus de 8 tonnes d'héroïne quittent le port de Marseille pour un voyage outre-Atlantique. Cette héroïne made in France inonde les rues de New York et tue des centaines de jeunes Américains. Washington en a même fait un sujet de discussion prioritaire avec Paris. Afin d'endiguer le phénomène, la France a décidé de changer sa législation. Le 31 décembre 1970, une loi est votée pour durcir les peines encourues par les trafiquants. Désormais, le trafic de stupéfiants est passible de 20 ans de prison et de 40 ans pour les récidivistes. C'est dans ce contexte qu'après des études de droit, Pierre Michel a intégré le tribunal de Marseille en 1974. Et c'est dans un contexte bien différent qu'il quitte ce même tribunal ce mercredi de l'année 1981, puisqu'entre-temps, la French Connection a été éradiquée. Peut-être que c'est à ça que Pierre Michel pense en mettant son casque blanc et en enfourchant sa petite moto, une Honda 125 Twin bleu nuit. Peut-être qu'il y pense encore quand il démarre et s'élance dans les rues de Marseille. Quelques minutes plus tard, le juge ralentit à une intersection de la contre-allée du boulevard Michelet. 3 coups de feu retentissent. Une des balles atteint l'épaule du magistrat, une autre son thorax, une 3e son cou. Il est 12h49. Le juge Pierre Michel est mort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Marseille, un magistrat a été abattu de plusieurs coups de feu au début de l'après-midi. Le juge Pierre Michel avait été chargé de l'instruction de la tuerie du bar du téléphone qui avait fait 10 morts en 1978, mais il était également chargé des affaires de drogue et de fausse monnaie. Damien, très vite, des gens affluent autour du cadavre de Pierre Michel, mais on ne peut plus rien faire. Oui, ce sont des passants qui vont intervenir en premier, qui vont d'ailleurs au départ penser à un accident de la circulation, une chute de moto. D'ailleurs, une de ses mains est toujours accrochée au guidon. Un de ces passants, un de ces témoins va intercepter un fourgon de gendarmerie qui passe à ce moment-là. Le gendarme descend, s'approche et lui, il constate très vite que cette personne qui était sur cette moto, elle n'est pas morte d'un accident, mais elle a été tuée par balle. Il y a 3 projectiles qui sont assez facilement visibles sur le corps. Un a perforé le cœur, puis le poumon. Un autre a sectionné la moelle épinière. Il y a du sang également qui s'échappe du casque de la victime. Et dans la poche du blouson du motard, à l'intérieur du portefeuille, le gendarme va trouver une carte professionnelle. Pierre Michel, premier juge d'instruction au tribunal de Marseille. Les secours puis la police arrivent. Pour les policiers sur place, c'est très particulier. Oui, parce que les enquêteurs de la police judiciaire qui vont se présenter en premier, la victime, ils la connaissent même très bien. C'est quelqu'un avec lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Donc il y a un peu plus que de l'émotion, il y a aussi pas mal de colère chez les policiers. Quelques témoins donnent des indications sur la scène. Oui, des éléments importants parce que certains vont raconter qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une autre moto qui suivait la moto du juge Michel et qui la suivait depuis sa sortie du palais de justice. Certains vont même décrire le modèle précis de cette moto, donc de la moto des tueurs. Il s'agit d'une Honda modèle CB900 bol d'or et cette moto, elle est rouge. D'autres témoignages vont confirmer qu'il y avait 2 personnes qui étaient sur cette moto,
un pilote évidemment au guidon et le tireur qui était à l'arrière. Donc cette moto, c'est une moto plutôt de grosse cylindrée qui a pris la fuite juste après les coups de feu, surtout juste après que le tireur se soit en quelque sorte assuré de la mort du juge Michel, puisqu'on sait que le troisième coup de feu est un peu le coup de pistolet du coup de grâce pour venir achever le juge. Donc cette façon de faire, cette méthode, c'est un peu la signature du crime organisé. La mort du juge Michel est une déflagration. Depuis la fin de l'occupation, c'est la deuxième fois qu'un magistrat est assassiné en France. Le premier, c'est François Renault, à Lyon, en juillet 1975. Il avait été abattu alors qu'il rentrait d'un dîner avec sa compagne, sur les coups de 2h30 du matin. Cette fois-ci, au-delà du symbole, il y a la méthode. En octobre 1981, le ministre de l'Intérieur est aussi le maire de Marseille, Gaston Defferre. Il a la charge de toutes les polices de France. Mais sa propre ville est tellement gangrénée par le crime qu'on peut y tuer, en plein jour et à bout portant, un magistrat, c'est-à-dire un des plus hauts fonctionnaires de l'institution judiciaire. À Marseille, tout le monde connaît le juge Michel. Silhouette élancée, démarche assurée, chevelure noire et fournie, Pierre Michel est issu d'une famille de notaires et d'avocats de Lorraine. Son père, Georges, a un office notarial à Metz. Son frère y a un cabinet d'avocats. Lui n'a pas tout de suite choisi cette voie. En 1965, Pierre Michel a 22 ans et il enseigne les sciences naturelles dans un lycée de la Meurthe-et-Moselle. C'est là qu'il rencontre Jacqueline. Quand il la suit à Marseille, en 1973, il vient de se reconvertir et a obtenu un doctorat en droit. Désormais, il envisage de travailler au tribunal de Marseille. Ses vœux sont exaucés. Il y devient juge d'instruction le 31 décembre 1974. Pierre Michel traite d'abord d'affaires concernant des mineurs au tribunal pour enfants, avant de se charger des affaires de stupéfiants et des règlements de compte liés au trafic de drogue. 3 ans après ses débuts, en 1977, on lui propose de remplacer un collègue chargé du grand banditisme. Pierre Michel accepte. Le collègue ne revient pas et le remplacement se prolonge. Pierre Michel finit par être nommé. À ce moment-là, le réseau de drogue marseillais a du plomb dans l'aile, mais les efforts acharnés des policiers français et américains ne lui ont pas encore été fatals. Pierre Michel poursuit le travail et devient une figure locale aussi connue que les voyous qu'il traque. Surnommé par la presse le justicier ou le cow-boy, Pierre Michel s'immisce dans des enquêtes de la police marseillaise, jusqu'à effectuer lui-même et à la place des agents certaines filatures. Damien, le juge Pierre Michel s'investit énormément dans la lutte contre le trafic de drogue. Oui, et pour une raison qui tient à son ancien poste lorsqu'il était juge pour enfants. Ça, c'est Étienne Secaldi qui l'a bien connu, qui est un magistrat retraité aujourd'hui, qui officie à Marseille en même temps que Pierre Michel qui le raconte. Quand il était en poste comme juge pour enfants, il a croisé la route d'une jeune fille de 16 ans qui était tombée et qui était devenue accro à l'héroïne, et il l'a vu se transformer, surtout se détruire. Ça l'a beaucoup marqué, et en fait ça crée chez lui une dureté vis-à-vis des trafiquants, ceux qu'il appelle les marchands de mort d'ailleurs. Et marqué par la déchéance de cette toxicomane et des toxicomanes accros à l'héroïne, il a en quelque sorte façonné son combat contre le trafic de drogue. Donc quand il est en poste, quand il devient un juge spécialisé dans le grand banditisme et le trafic de drogue, il va mener des enquêtes d'ampleur avec des moyens colossaux pour l'époque. Il va surtout être très proche des enquêteurs, très proche des policiers. Ils vont même l'appeler le juge flic, certains dans le milieu, parmi ses ennemis. C'est quelqu'un qui est assez répressif, en tout cas vis-à-vis du trafic de drogue. Il n'a aucun état d'âme et il va s'engager personnellement finalement dans ce combat qui va être presque pour lui comme une forme de croisade. Et il obtient des résultats. Dans les enquêtes qu'il pilote depuis son cabinet à Marseille, il va parvenir à démanteler 6 laboratoires clandestins de confection d'héroïne. Il va faire arrêter environ 70 trafiquants. Alors, c'est des saisies records pour l'époque et des enquêtes, encore une fois, d'envergure. Il va même entretenir des relations assez proches avec des juges anti-mafia italiens, puisque très souvent, la mafia italienne, à ce moment-là, est en connexion avec la mafia française et marseillaise sur le trafic d'héroïne. Donc, il y a
des échanges qui sont faits, notamment avec un juge très connu en Italie qui s'appelle le juge Falcone, qui sera d'ailleurs lui-même assassiné par la mafia quelques années plus tard. Et donc il va continuer ce combat, continuer ses enquêtes. Il va s'inspirer beaucoup d'un autre homme qui s'appelait René Sorel, qui a été le premier juge antidrogue de Marseille, celui qui a été l'un des premiers à faire tomber la French Connection, et qui a travaillé aussi sur des affaires emblématiques de la ville, comme la tuerie du bar du téléphone. Il a aussi des méthodes qu'on n'avait pas vraiment vues jusque-là. Oui, c'est un juge qui dénote par rapport à ce qu'on peut imaginer à cette époque du rôle de juge, d'instruction, de magistrat, toujours un peu guindés et enfermés dans leur bureau. Lui, il a des méthodes musclées, parfois même à la limite de ce que lui autorise le code. Il va par exemple faire quelque chose qui va d'ailleurs probablement lui coûter en partie la vie, c'est qu'il va s'attaquer aux compagnes de certains trafiquants. Lui va estimer que en fait ces femmes, elles sont pas juste des figurantes dans le trafic de stupes, elles sont des maillons de cette chaîne. Donc il va s'attaquer à elles, les placer pour certaines en détention provisoire, et ça marque beaucoup les voyous qui voient effectivement leurs femmes partir en prison. Il se raconte même qu'il a envoyé une femme enceinte de 8 mois au Baumettes, la prison marseillaise. Donc ça crée... Voilà, les voyous sont jamais amis avec les juges ou avec les policiers, mais là il y a une forme d'animosité qui se crée parce qu'il s'attaque justement aux familles des voyous. Donc lui, il se sait en danger parce qu'il sait qu'il mène un combat contre une organisation mafieuse, donc avec du pouvoir, de la violence, de l'argent. Tout le monde sait aussi que lui est en danger et qu'il se met en danger, mais c'est une forme encore une fois, de combat, de croisade, et lui, il veut la mener jusqu'au bout. Sur les photos de la scène de crime, on peut voir la moto du juge couchée sur la chaussée. Son corps est encore dessus, à moitié sur la route et à moitié sur le trottoir, entre un platane et un panneau de signalisation. Sur les clichés pris quelques minutes plus tard, il est recouvert d'un drap. Ces photos, qui seront largement publiées et resteront inscrites dans les mémoires, participent à la sidération ressentie partout en France. Qui a tué le juge Michel ? S'interroge le lendemain en une le journal Le Provençal. Alors que l'onde de choc se propage dans le pays, l'enquête commence. 40 commissaires et inspecteurs vont se relayer sur cette affaire, nuit et jour, et explorer toutes les pistes. L'un des premiers témoignages qu'ils recueillent est celui d'une lycéenne terrorisée par ce qu'elle a vu. 2 hommes, à moto, qui ont rattrapé le juge au niveau d'un stop. Le passager arrière a dégainé tout de suite. Il a tiré. Et aussi vite qu'il était arrivé, le duo est reparti. Et puis il commence à chercher des pistes dans le bureau du juge Michel. Sur quel dossier travaillait-il ? Qui avait intérêt à le faire disparaître ? En épluchant ces dossiers, les enquêteurs établissent que le juge Michel devait auditionner 2 jours après sa mort un voyou lié à un parrain marseillais, Gaëtan Zampa. Un caïd que le juge n'a jamais rencontré. Pourrait-il être le commanditaire ? À ce stade, les enquêteurs disposent de peu d'indices. Ils ont les douilles de 9 mm retrouvées sur la scène de crime. Ce sont 3 balles à pointe creuse qui permettent de causer des blessures encore plus graves que des balles classiques. Ils ont aussi quelques éléments sur les semaines et les mois qui ont précédé la mort du juge. Ils apprennent que ce dernier recevait de plus en plus de menaces, des appels anonymes, des petits cercueils envoyés par la poste. D'après Étienne Secaldi, son ancien confrère, le juge Michel savait qu'il y avait un contrat sur sa tête. Ses contacts à la prison avaient entendu des choses, détaille-t-il. Mais lui le prenait faussement à la légère. Damien, Étienne Secaldi dit aussi que les dernières semaines avant sa mort, on voyait quand même que le juge allait de moins en moins bien. Lui explique ça par une forme de double pression. Il y a à la fois ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les intimidations du milieu, les menaces, ces cercueils qui arrivent, ces petits cercueils qui arrivent par la poste à son domicile ou à son cabinet. Donc il y a cette pression-là, mais il y a une autre pression qui lui vient de sa propre hiérarchie, qui commence à trouver ses méthodes un peu trop musclées, à le juger un peu trop indépendant justement par rapport à la hiérarchie. Secaldi dira même qu'il l'a vu quelque temps avant sa mort pleurer dans son bureau. Étienne Secaldi raconte aussi qu'il avait conseillé au juge Michel de s'armer. Oui, il lui avait dit, mais regarde, le juge Renaud qui a été tué à Lyon, on l'a dit quelques années auparavant, il lui a dit, si le juge Renaud il avait été armé ce jour-là en 1975, il aurait peut-être pu se défendre, il aurait peut-être pu s'en sortir. Ce à quoi Pierre Michel a répondu, écoute, moi je pense que ça sert à rien, si on veut me tuer, on m'aura.
Ces obsèques ont lieu 2 jours plus tard, le vendredi 23 octobre 1981, à Marseille. Évidemment, avec beaucoup de monde, toute la profession des magistrats en France est sous le choc, les policiers, on l'a dit, les politiques aussi, parce que cette affaire, elle a un retentissement bien au-delà de la ville de Marseille et du Vieux-Port. On est donc 2 jours après la mort du juge, et côté enquête, il y a une première très grosse avancée. La moto rouge des tueurs vient d'être retrouvée. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'assassinat du juge Michel. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.